Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis un peu un cheveu sur la soupe dans votre assemblée, puisque je ne suis pas médecin. Je ne connais pas le bloc opératoire comme vous, donc je suis peut-être le seul d'ailleurs dans l'assemblée là, à être dans cette position. Alors, bon, malgré tout, je travaille dans un domaine de recherche autour de l'ischémie-reperfusion cardiaque, donc, mais je suis dans le laboratoire, donc de l'autre côté de la barrière. Donc, je suis dans l'unité de recherche INSERM U1060 à Lyon. Alors, on m'a demandé de faire un topo sur les modalités de cardioplégie. Alors, donc, en fait, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'effectivement, là, je ne vous apprends rien, évidemment, mais il y a différentes façons, en fait, de travailler sur le cœur, avec CEC, sans CEC, évidemment. Euh, En fait, la CEC nous intéresse que quand il y a un clampage, évidemment, avec cardioplégie qui suit. Il y a quand même 35 à 40 000 CEC par an qui sont réalisés en France, avec les chiffres qui sont là, que vous connaissez évidemment mieux que moi. Euh, et malgré tout, malgré ce nombre important en fait d'interventions qui sont réalisées, ben, il y a beaucoup de questions qui sont en suspens aujourd'hui. Énormément même, on va dire presque tout est en suspens, puisqu'on peut s'interroger sur quel type de cardioplégie il faut utiliser. Par exemple, est-ce qu'il faut prendre de la cristalloïde? Ou est-ce qu'il faut s'adresser à une cristalloïde sanguine? Ou est-ce qu'il faut mettre des additifs? Quels additifs? Quel type de température il faut utiliser? Et puis, les techniques d'administration, antérograde, rétrograde, modalité d'administration, discontinu, continu. Et ensuite, est-ce qu'il faut adopter aussi des techniques de protection qui viennent du laboratoire, là, pour le coup, et qui disent, ben, est-ce qu'il faut, par exemple, associer la cardioplégie avec du préconditionnement ou du postconditionnement? Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Alors, il est évident qu'en 15 minutes, je ne vais pas répondre. De toute façon, je n'aurai pas la connaissance pour répondre à toutes ces questions-là. En tout cas, on va. Et en fait, vous allez être très déçus parce que vous allez voir que en faisant la littérature, les réponses vont être relativement simples et qu'on ne va pas avoir beaucoup de guidelines à vous proposer, pas beaucoup de conseils à vous donner. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à améliorer par rapport à la situation actuelle. Alors, on ne voit pas les titres là, du coup. Tu vas dans plus à droite, là-haut. Inscris les commandes comptant le dollar. Un peu plus bas, plus bas, plus bas. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais. Et du coup, il y avait une question importante quand même. Du coup, c'est important qu'on se la pose parce que, comme je vous le disais à l'instant, en fait, il n'y a pas vraiment de consensus dans toutes les explorations qu'on va regarder ensemble. En fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de consensus? Et, alors, en préparant le topo, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait peut-être revenir à la base pour comprendre ce qui se passe. En fait, nécessité de revenir sur ce que c'est l'ischémie-perfusion. Parce que finalement, le cœur est en souffrance, il est bien en ischémie-perfusion froide, certes, souvent, mais c'est en ischémie-perfusion. Et vous connaissez peut-être ce schéma qui décrit en fait la conséquence de l'ischémie-perfusion sur le cœur. Là, vous avez en ordonnée en fait l'infarctus, enfin la mise en place de la nécrose ou de la dysfonction, qu'importe. Et vous voyez qu'il y a c'est une courbe en 3 phases en fait. Et sur la phase 1, en fait, il ne se passe rien. Il n'y a rien qui se passe en fait. Et pourtant, il y a le temps qui passe ici, un temps plus ou moins long, ça dépend des espèces, ça dépend de tout un tas de paramètres, mais il n'y a rien qui se passe. Lors de l'ischémie chaude, en tout cas, la souffrance myocardique, elle ne suit pas une loi linéaire, mais une sorte de courbe en S. Et il y a une phase qui est sublétale, c'est la phase 1 en fait, où il ne se passe rien. Et ici, on est dans une situation où tout ce que l'on fait est réversible en fait. Donc il y a une souffrance certes, mais elle est totalement réversible. Alors que si on dépasse un certain degré de souffrance, on pourrait qualifier par une transition entre l'ischémie réversible et irréversible. À ce moment-là, effectivement, ça prend tout son sens. Et là, on est dans une phase d'ischémie réversible parce qu'il y a de la nécrose qui va être en place, plus ou moins importante. Et celle-ci, elle va être pour le moins irréversible. Alors, qu'est-ce qui se passe si on faisait une ischémie froide? Là, on est en ischémie chaude, mais qu'est-ce qui se passe si on fait du froid? Parce qu'en cardioplégie, on est au froid, toujours, enfin, plus ou moins froid, mais on est au froid. Eh bien, on n'a pas la réponse à cette question, en fait. On ne sait pas. On ne sait pas si la courbe, elle ressemble à celle de l'ischémie chaude, mais décalée vers le bas, ou est-ce qu'elle a une autre forme. En fait, personne n'a fait ce type d'études. Ce serait des études expérimentales, évidemment. On n'a pas cette courbe chez l'homme non plus. Ce sont des courbes qu'on a obtenues chez l'animal, chez différentes espèces, qu'on n'a jamais obtenues chez l'homme. Donc, on suppose que c'est pareil chez l'homme, on n'en est pas sûr. Et on en est encore moins sûr pour l'ischémie froide et pour la cardioplégie.
Malgré tout, on peut s'en rapprocher. En tout cas, nous, en expérimental, on peut essayer de regarder ce qui se passe. Alors, je vais vous décrire juste une petite expérience qu'on a fait au laboratoire. On a fait ça sur des porcs et sur des rats. Et puis, on a fait une cardioplégie froide, suivie d'une reperfusion sur un système où on fait rebattre le cœur à la fin de la séquence d'ischémie froide. Et donc, ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a pris des cœurs, on les a cardioplégiés pendant un temps très court, à T0 ou à 1 heure, 4 heures, et sur des temps de plus en plus longs. On voulait juste savoir si cette courbe, on allait la retrouver. Et vous voyez que si on regarde la nécrose par des relagages de LDH ou de CPK ou de troponine, qu'importe, ben, on voit bien qu'il y a une phase pendant très très longue, en fait, pendant laquelle, là on est à 4 degrés dans du Saint Thomas, cardioplégie Saint Thomas, et on se rend compte que pendant une phase très très longue, en fait, il ne se passe presque rien, il n'y a presque pas de nécrose. Puis ensuite, sur un temps autour de 8 heures, il y a une explosion en fait, de la nécrose qui se met en œuvre. Donc on a bien une sorte de courbe avec une sorte de palier qui se produit, avec une transition entre l'ischémie réversible et irréversible. Si on regarde la fonction du cœur, on va observer la même chose. Vous voyez, il y a une sorte de transition qui va se mettre en place, pareil. Et vous voyez, il y a un temps qui est très long qui se déroule à 4 degrés. On est à 4, on n'est pas... Dans vos conditions à vous de clampage aortique et de refroidissement du cœur, vous n'êtes pas à 4, hein, vous êtes beaucoup plus élevé, vous êtes autour de 10, 12 degrés, voire 15. Vous êtes à 4 au début, quand vous l'avez, le cœur. Je l'ai mesuré avec une caméra thermique, donc je le sais. Et du coup, ça monte très très vite la température. Donc vous n'êtes pas à cette température. Moi, je suis une température que j'ai contrôlée, vraiment, je suis sûr de la température. En clinique, vous n'avez pas cette mesure-là forcément à votre disposition. Le tout, le liquide et le tissu. Ouais, donc déjà, oui, déjà, c'est du froid, mais déjà, on est... Oui, oui, c'est ça. Oui, mais le cœur, si vous perfusez assez longtemps, il va atteindre cette température. Ah si, si, vous perfusez même un cœur de 400 grammes, au bout de 3 minutes, il va presque atteindre cette température. Peut-être pas dans tous ces compartiments, effectivement, je suis d'accord. Mais pratiquement, il va atteindre cette température. Quoi qu'il en soit, quand on est à 4 degrés, une température encore plus basse, effectivement, on peut garder un cœur assez longtemps, comme ça, en conservation, en cardioplégie, sans qu'en fait, il y ait d'altération majeure qui se produisent. En conclusion de ça, la séquence d'ischémie, en fait, froide, et de cardioplégie, elle n'est pas forcément délétère. Et sur des temps courts, en fait, il n'y a pas vraiment de conséquences importantes à mettre à voir. En fait, il faut quand même garder à l'esprit tout le temps, dans vos expérimentations, enfin, dans mes expérimentations et du coup, vous, en clinique, quand vous pratiquez, c'est qu'il y a 2 paramètres qui sont très importants. En fait, c'est le temps. Il ne faut pas franchir ce temps d'ischémie irréversible. C'est celui-ci qui va être déterminant. Et il va dépendre, ce temps, de la température qui va être adoptée. Alors, vous parlez de 10 degrés. Moi, je parle de 4 degrés. Évidemment, si on tenait à 15, cette température, elle va être tout à fait déterminante. Il y a une expérience qui date un peu, c'est de l'équipe de Hirsch à Londres, ceux qui ont mis le liquide Saint Thomas au point. Donc, ils avaient simplement pris des cœurs qu'ils avaient cardioplégiés à 4 degrés. Donc là, ils sont encore à 4 degrés. Et puis, ils ont regardé, en fait, s'ils ont un acte opératoire qui dure 1 heure derrière. Et cet acte opératoire, il va être à différentes températures. Il va être à 4, à 8, à 10, à 12, jusqu'à 30 degrés. On s'aperçoit qu'en fait, cet acte opératoire, 30 minutes, en fait, il va avoir presque pas d'influence sur la reprise fonctionnelle si on est à des températures jusqu'à à peu près 20 degrés. Par contre, si on dépasse certaines températures, la nécrose et la reprise fonctionnelle s'effondrent. Donc en fait, il y a le temps, oui, puis il y a la température essentielle. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des auteurs, pendant longtemps, je ne sais pas si vous connaissez ces études, ils ont même voulu travailler avec mettre le cœur à moins de 0 degrés. Ils les ont mis entre 0 et moins 4 degrés. Pour dire que voilà, il fallait complètement abolir en fait les fonctions pour pouvoir le maintenir très longtemps. Ça allait dans ce sens-là en fait. Du coup, pour en revenir au sujet qu'on a abordé au début de la discussion, c'est bon, voilà, on a tout ça à nos dispositions. Est-ce qu'il y a des données cliniques qui permettent de dire qu'il y a un truc qui est mieux qu'un autre? Alors, on va commencer par le premier, la cristalloïde. Quelle solution? Et puis, il y avait une autre façon aussi d'arrêter le cœur, parce que la cardioplégie, c'est comme pour arrêter le cœur, au départ, c'est son objectif principal. Il y avait la cross-clamp fibrillation. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui pratiquent parmi vous. C'est pratiqué dans le monde, pas ici, je ne pense pas en France. Mais ça représente quand même un certain nombre d'études qui ont été faites autour de ça. Alors, il faut savoir qu'au niveau mondial, par exemple, les cardioplégiques les plus utilisés sont le Saint Thomas, le Plégisol, peut-être que vous l'avez nous sous le nom de Plégisol, le Custodiol, et puis l'UW.
Alors, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est très étonnant parce que UW, ce n'est pas une solution pour le cœur entre nous. Pourtant, elle arrive en troisième position parce qu'aux États-Unis, ils l'utilisent beaucoup. Oui, le Belzer. Et du coup, voilà, juste cette revue de la littérature qui montre que, en fait, ces solutions, elles étaient comparées dans différentes situations. C'est des méta-analyses. Moi, j'ai repris les méta-analyses pour vérifier ce qui se passait. Et on s'aperçoit qu'en fait, en mesurant des paramètres classiques de troponine, de CPK, de lactate et de survie du patient, en fait, eh ben, il n'y a pas de différence, quelle que soit la cardioplégique qu'on utilise. Alors, c'est ce qui a été dit tout précédemment là, par mes collègues précédemment. Ben, alors là, oui, effectivement, on peut faire la littérature. Alors, on peut trouver par-ci, par-là une différence entre une solution et une autre. Mais quand on regarde des méta-analyses, en fait, on ne trouve plus rien. Là, pareil, une autre étude qui compare pareil, les mêmes solutions, qui date d'ailleurs de 2022. Pareil, on voit qu'il ne se passe rien. Pas de différence. Le cross-clamp fibrillation, ça consiste à faire une fibrillation du cœur. Alors, 2 cardioplégies éventuellement après, oui. Ça, c'est les chiffres mondiaux. Ça représente quand même, ça tombe de, oui, ça représente presque 20% des gens qui utilisent cette technique quand même dans le monde, c'est quand même pas rien non plus. Donc je voulais regarder si le fait de faire fibriller de cardioplégie, ça apportait un bénéfice. En fait, il y a eu des études rétrospectives. En fait, c'est très, très mitigé. On s'aperçoit qu'en fait, en sortie de CEC, c'est un peu meilleur, il y a un peu moins d'arythmie, il y a un peu moins de suppurinotrope. Et puis, en termes de survie des patients post-opératoires, en fait, pas du tout. Enfin, c'est un petit peu meilleur la cardioplégie seule plutôt que la cardioplégie fibrillatoire. Donc, on peut conclure là aussi qu'il n'y a pas trop de différence entre ces différentes méthodes. Cristalloïde versus sanguine. Alors, maintenant, beaucoup de centres en fait, se dirigent vers la cardioplégie sanguine parce qu'elle semble être meilleure. Et puis, il y a une sorte de consensus un petit peu là pour dire ça a l'air meilleur. Ça doit être meilleur d'ailleurs parce qu'on met du sang, on transporte de l'oxygène, il y a un pouvoir oncotique, on régule le pH. Enfin, il y a tous les arguments pour dire que mettre du sang, c'est meilleur. Donc voilà, ça c'est une étude clinique de 2004, 1440 patients. Donc ils ont comparé sang versus cristalloïde. Là, il n'y a pas de différence. Les méta-analyses de 2006 aussi, là, 35 études cliniques, il y a 4500 patients. Bon, ils voient pour certains paramètres une légère amélioration, mais rien de vraiment probant, on va dire. Il y a un peu moins de CPK. Ils ont testé, d'autres études ont testé aussi la microplégie, c'est-à-dire qu'une dilution pas très importante en fait au niveau du cardioplégique. Pareil, ça date de 2020. Pareil, il n'y a pas de bénéfice par rapport à la plégie normale. Donc, cristalloïde versus sanguine, c'est pareil, on ne peut pas dire qu'on ait des choses probantes à apporter. Est-ce qu'il faut faire un lavage ou plusieurs lavages? C'est une autre question qu'on se pose, que tout le monde se pose. D'autant que, on a eu des cliniciens et des chirurgiens qu'on parlait tout à l'heure. C'est vrai que pour eux, le confort de pouvoir faire une seule dose et pouvoir avoir un temps opératoire plus long, évidemment, c'est évident que c'est plus intéressant. Donc, les deux solutions, c'est Custodiol et puis Delnido, qui sont les deux solutions qui permettent d'arrêter le cœur plus longtemps. Et là, si on regarde pareil les méta-analyses et les reviews, c'est non conclusif. Comme on l'a dit précédemment par d'autres intervenants, en fait, il y a tellement de facteurs confondants dans toutes ces études-là que c'est très difficile de se faire une idée. Mais en tout cas, si on regarde le global, en fait, il n'y a rien qui sort. Pareil, une autre étude de 2018, une review, pas de différence significative. Là encore, une étude de 2020, 23 études, pareil, ils ont comparé Delnido versus multidose et puis HTK versus multidose. Pareil, pas de différence. Alors, c'est pas peine que je vous en montre des dizaines comme ça ne changera pas grand-chose au résultat. En fait, one shoot versus discontinu, en fait, on ne peut pas dire qu'il y ait, voilà. Il n'y a pas beaucoup de différence entre une façon ou une autre de faire. Est-ce que rétrograde versus antérograde, ça apporte quelque chose de différent? Alors, je n'ai pas pris de méta-analyse là-dessus, ce n'était pas la peine. Parce qu'il y a une évidence, en fait, à faire du rétrograde lorsqu'il y a un empêchement sur le flux coronaire, évidemment. Et s'il y a une sténose quelque part, il faut évidemment pouvoir laver le cœur de la meilleure façon possible. Alors, évidemment que là, il y a une évidence d'utiliser le rétrograde avec l'antérograde, évidemment, les deux. Mais dans une situation où il n'y a pas de difficulté pour faire passer le débit, le cardioplégique, on va dire, en fait, il n'y a pas de raison de le faire. Il n'y a pas de différence significative du point de vue médical.
La dernière question, c'est en cardioplégie, bon, tout ça n'apporte apparemment pas grand-chose. On se dit, ben, est-ce que par hasard, si on préconditionnait les cœurs, parce que le préconditionnement, quand même, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui a été démontré, en tout cas expérimentalement, nous, par exemple, au laboratoire, tous les gens qui travaillent au laboratoire ont démontré que le préconditionnement, ça marchait sur nos espèces animales, sur notre cœur, etc. Donc, on a une sorte de conviction, mais ce n'est pas que nous, le monde entier l'a dit, le monde entier l'a démontré. Donc, on va se dire que, est-ce que par hasard, lorsqu'on préconditionne, on va apporter un supplément d'âme à ce cœur qui a une ischémie froide. Donc, méta-analyse, 22 essais cliniques, 1000 patients. Le préconditionnement dans ces études-là montrait un petit peu moins d'arythmie, puis une durée un petit peu plus courte des soins. On ne peut pas dire que... Bah, vous allez me dire peut-être que pour vous, c'est hyper important qu'il y ait un peu moins d'arythmie. Hein. Peut-être que c'est très important. On ne peut pas dire qu'il y a eu une conséquence sur la survie des patients. Là, c'était avec du sang en cardioplégie. Et là, pareil. Il y avait... ils ont constaté là, par exemple, qu'il y avait une surexpression des Hitchcock protéines qui sont en fait qui interviennent en fait dans le cas du préconditionnement. Donc cette étude, c'est pas qu'elle est biaisée, c'est qu'en fait peut-être qu'il y a un préconditionnement existant dans ce cas-là. Puis l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que par hasard, si on faisait un remote préconditioning, c'est-à-dire si on met un brassard à un endroit, on fait une ischémie sur le membre, par exemple, qu'importe quel endroit, est-ce qu'on va protéger le cœur lors de la séquence? Bon, c'était une question importante à poser aussi. Et donc, pareil, en méta-analyse, ce qu'on voit, à force de les connaître la réponse, hein, 5260 patients qui ont fait soit sham, soit qui ont le brassard. Il n'y a pas de différence en morbimortalité. Donc voilà, alors, je suis désolé de vous apporter toutes ces mauvaises nouvelles, mais c'est ce que dit la littérature en tout cas. Elle nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices en fait sur devenir des patients, quelles que soient en fait les méthodes qu'on peut utiliser. Alors, ça pose vraiment un problème, ça. Moi, ça me pose un problème de vous dire ça parce que avant que je prépare ce topo, je ne croyais pas du tout que j'allais dire ça aujourd'hui. En fait, je croyais l'inverse de ce que je vais vous dire là. Donc, je suis très ennuyé. Aucune modalité présente un antaginant. Alors, moi, je travaille en expérimental et moi, je ne vois pas ça du tout, en fait. Je vois pas ça. Moi, je vois l'inverse de ce que je vous dis là, en fait. Sur des animaux, sur des temps plus longs, je vois exactement l'inverse. Moi, je vois des différences tout le temps. Alors, je me suis interrogé, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc qui cloche dans cette histoire. Parce que même si le préconditionnement n'apporte pas de bénéfice, il y a un truc qui ne va pas dans le raisonnement. Parce que même le préconditionnement qui est un mécanisme majeur de cardioprotection, démontré 1000 fois, enfin, qui a ses lettres de noblesse, on va dire, il n'apporte rien, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors d'où provient le paradoxe? Je pense qu'il y a deux raisons. Bah, il y en a peut-être d'autres, alors c'est un sujet de discussion qu'on peut avoir ensemble. Il y a deux raisons au fait qu'il n'y a pas de bénéfice à tout ça. La plupart des modèles que nous, on utilise en expérimental sont des animaux qui sont sains, qui n'ont pas de morbidité, pas de traitement, pas de médicaments de manière générale. Et alors que les patients que vous avez hein, entre vos mains sont tous des patients qui ont une histoire pathologique, une histoire aussi médicamenteuse. Donc, ils sont déjà tous, on va dire, sous traitement chronique pour beaucoup. Et probablement, il y a déjà des préconditionnements qui sont existants. Ils ont déjà des protections, en fait, qu'ils ont mis en œuvre. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le préconditionnement, mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui a été préconditionné, en fait, ça c'est sûr, on l'a démontré même chez l'homme, qu'en fait, quelqu'un qui a un angor, par exemple, il va faire un infarctus plus petit si c'est dans les 24 heures. Donc, c'est sûr que les patients qui ont, dans des situations où ils ont déjà un historique en fait, pathologique, eh bien, ils sont déjà en situation d'autoprotection. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on voit moins les choses. La deuxième raison, et je vais revenir à la première diapo que je vous ai faite tout à l'heure, c'est que les souffrances ischémiques que vous avez sur vos patients, en fait, elles sont brèves. Elles ne sont pas très intenses. En fait, je reviens à mon graphe de tout à l'heure, on est probablement dans cette zone-là. C'est-à-dire dans une zone où il n'y a pas encore de souffrance importante de dysfonction. Parfois, vous dépassez un petit peu. Si vous êtes sur un temps très long, si vous dépassez, là, tout à l'heure, j'entendais notre collègue qui disait qu'il était 3 heures en custodial. Je pense que 3 heures en custodial, on commence à franchir les limites de on va dire, du timing dangereux pour la souffrance du cœur. Alors, c'est pour ça qu'une réinjection, c'est une bonne idée de réinjecter, de ne pas attendre 3 heures. Mais quand on est sur des temps très courts, en fait, il n'y a peut-être pas beaucoup de protection à apporter.
Voilà. Je peux vous poser une question. Est-ce que c'est pas parce qu'on se trompe de cible? Je pense notamment au préconditionnement ischémique à distance, parce qu'on a tous ces très déçus. Oui. Sur la mortalité, il n'y a rien. Oui. Même sur la protection myocardique, il n'y a rien. Oui. Mais si on veut s'intéresser à la taille de l'infarctus, on regarde l'attente rénale. Est-ce que cette période-là, elle n'est pas beaucoup plus courte sur le rein et le préconditionnement ischémique à distance? Il semble qu'il y ait des choses quand même, non? Oui, oui, mais c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a beaucoup regardé le cœur, parce que c'était l'organe, on va dire, sur lequel la démonstration a été faite, et on ne s'est pas trop intéressé aux autres organes. C'est vrai qu'on commence à le faire, et du coup, probablement que s'il y a une dysfonction rénale derrière, elle va de toute façon, en cercle vicieux, elle va entraîner des défaillances derrière. Donc, c'est sûr qu'on devrait aussi regarder les défaillances ailleurs et pas que